Bonjour et bienvenue dans ce webinaire du 12 avril concernant le partager et valoriser les connaissances avec un sous-titre qui est Est-ce un enjeu stratégique? Donc bienvenue et comme tout webinaire qui se respecte, nous allons avoir un petit icebreaker parce que c'est très sympa de pouvoir savoir, là il est presque midi, on est lundi, votre niveau d'énergie, êtes-vous en forme, êtes-vous besoin d'une pause déjeuner peut-être, besoin de changement, partir en vacances ou quoi. Donc vous pouvez prendre vous allez en bas de l'écran. En bas de l'écran, vous avez la possibilité de prendre une petite. Ah, il y a Elodie qui fait un petit cœur. Merci Elodie. Vous prenez votre souris, vous prenez une couleur que vous voulez. Je vais prendre du bleu par exemple et je vais effectivement mettre un petit coup de dessin pour dessiner. Vous prenez en bas, vous avez la couleur. Vous prenez le stylo et vous pouvez commencer à dessiner. Donc c'est un bon moyen aussi de pouvoir. Ah voilà, besoin de changement. Voilà. Besoin de voir du monde. Ça, on a tous besoin de voir du monde. Donc effectivement, je vois que effectivement, Aline le Shift a raison entièrement. Alors, ceci étant dit, donc 3-4 niveaux d'énergie. Je vous laisse encore 10 secondes avant de pouvoir faire la suite. Ceci étant dit, niveau d'énergie, eh bien, nous allons pouvoir passer à la suite. Donc, je vous. Delphine, vas-y Delphine. Mais si c'est la même couleur que le fond, il y a un problème. Je ne vois pas. Ah ben voilà, c'est bon, cool. Il y a un petit soleil. Ben voilà, tout le monde s'y met. Carole aussi, génial. Ben voilà, comme quoi. Cool. Donc, c'est bien. Donc, beaucoup besoin de voir du monde, besoin d'une pause. Et au taquet, donc ça roule. Je coupe encore que si vous voulez écrire, je vous laisse faire. Je ne suis pas non plus méchant. Et nous allons continuer la suite qui consiste à dire. Ah, je laisse Delphine faire un petit dessin. Voilà, merci. Tac, j'arrête. Pourquoi prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet? Alors effectivement, moi j'ai découvert le KM à ses débuts dans les années fin 90, chez Schlumberger, qui est une référence du knowledge management en entreprise, parce qu'en fait le pétrole a été historiquement un des premiers à vraiment travailler sur le KM avec Shell, avec BP, toutes ces grosses boîtes, ou les boîtes comme GE par exemple, on travaille beaucoup sur le KM et le KM lui a permis de se différencier sur son marché, d'être leader sur son marché. Et donc j'ai vécu les trois générations du KM l'une après l'autre. J'ai eu effectivement les stocks, à l'époque où le KM c'était de la GED, on stockait des fichiers dans des bases de données et on espérait que les gens allaient l'utiliser. Après, c'était ensuite les flux. Donc, ça a été l'arrivée des réseaux sociaux. Rappelez-vous, pour ceux qui sont encore assez âgés comme moi, en 2007, c'était LinkedIn, je crois, qui est arrivé. Et puis maintenant, on parle de l'IA, qui va essayer de rechercher dans tout ce fratras les pépites qui seront utiles pour tout le monde. Et donc, en même temps, j'ai beaucoup travaillé avec des praticiens du KM qui sont membres du réseau de l'association COP1, dont certains sont là en ce moment dans cette conférence, et puis des chercheurs, entre autres du KCO, Knowledge Community Observatory. Et puis, je suis ici pour transmettre, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, quand on a assez de bouteilles, on a envie de transmettre auprès des autres ce qu'on a découvert pour pouvoir disons mieux, pour que vous soyez vous mieux à même de comprendre toutes les problématiques liées au management des connaissances. Et donc cette transmission, c'est pour un échange avec vous, collectif là, en ce moment, mais si vous voulez aussi individuel, pour retour d'expérience, clairement, je peux par rapport à votre problématique vous donner un retour d'expérience sur différents cas que j'ai soit vécu moi ou que d'autres gens que je connais ont vécu et m'ont décrit, expliqué via COP1 en particulier. Donc, c'est sans engagement, vous allez me contacter directement et puis là, vous m'expliquez votre problématique et je peux vous
fournir un retour d'expérience de ce que j'ai fait, de ce qui était fait ailleurs, pour vous donner des idées. Et puis, si je peux vous aider, bah, tant mieux. Sinon, je vous dirai qui vous pourriez contacter pour des idées sur ce sujet. Donc, typiquement, c'est maintenant, je vous montre ce qui se fait avec des exemples. Et si vous voulez aller plus loin, contactez-moi, donnez-moi votre problématique et je vous donnerai là aussi d'autres exemples parce que je ne peux pas en 45 minutes traiter 40 000 REX, 40 000 cas. Et donc, à vous de jouer. Il y a le petit bouton là-haut qui s'appelle cliquer ici. Vous cliquez là, vous prenez rendez-vous avec moi directement et puis après, on pourra comme ça facilement échanger sur votre problématique. Il n'y a aucun problème, c'est gratuit. Donc, vous cliquez en haut. Et quand vous cliquez en haut, vous aurez prendre rendez-vous sur la page d'accueil. Et quand vous prendrez rendez-vous, eh bien, il y aura marqué, il y aura la page web. Alors, c'est un peu Microsoft, c'est pour ça que je vous le dis, parce que ce n'est pas forcément évident. On n'a accès au calendrier que si on a choisi le type de rendez-vous que l'on veut, soit un rendez-vous de 25 minutes, soit 50 minutes. Donc, vous choisissez le rendez-vous que vous voulez et directement, ça s'affiche sur l'écran. D'accord? Et donc, après, vous pouvez choisir la date et l'heure que vous préférez. Donc, ceci étant dit, ce qui nous réunit aujourd'hui, eh bien, c'est ce que vous avez effectivement en même temps fourni durant notre échange qui a eu lieu via l'inscription que vous avez faite sur le site web. Donc, on voit très bien qu'il y a différents thèmes liés à ce management des connaissances, hein, la valoriser les connaissances dans mon emploi, la diffuser, la rendre accessible, la transmettre, entre autres dans le cas du télétravail, parce que c'est plus compliqué, évidemment, des bonnes pratiques collaboratives à distance que sur place. Hein. Une qui est bien et dont je parlais tout à l'heure, c'est réduire le délai de réponse. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est le cas dont je vais parler, effectivement. Bonjour, Ancio. Et retrouver des nouveaux leviers pour faire grandir mes collaborateurs, des techniques innovantes d'apprentissage. Je pense que ce que je fais maintenant, c'est aussi une technique d'apprentissage parce que le fait d'avoir des icebreakers, de faire des brainstorming, c'est aussi une manière différente d'enseigner. Je m'en sers beaucoup dans mes cours à distance, que ce soit au CNAM, à Kedge Business School ou à l'Université Sorbonne Nouvelle. J'utilise des techniques d'interaction pour être sûr que les personnes en face peuvent interagir. Évidemment, j'ai la caméra en plus avec eux. Là, ce coup-ci, vous êtes connecté, vous n'avez que moi en face, vous n'avez pas la fonction de tour de caméra, juste le chat, mais c'est quand même une manière de pouvoir échanger ensemble via des interactions. Alors, je vous parle d'un cas que vous connaissez peut-être, qui est un grand classique, c'est améliorer les marges sur les projets d'ingénierie. C'est un grand classique. Donc là, contexte, une grosse boîte multinationale, 17 bureaux d'études dans le monde, 4000 collaborateurs, et un audit interne a lieu, c'est un cas réel, hein, et qui a dit, voilà, il y a des problèmes de marge dans les projets. Et en creusant, l'audit a dit, ah, c'est une problématique de management des connaissances. Parce qu'on refait les mêmes erreurs et les retours d'expérience ne sont pas capitalisés. Donc, on fait les mêmes bêtises, on les a retrouvées partout et ça coûte des sous. Donc, la question, c'est que faire? Et en l'occurrence, ils sont venus me voir dans cette boîte avant. Et ça a été effectivement la solution. Bon, on a quand même creusé, on a monté une équipe projet, on a travaillé avec une équipe centrale qui était en charge de gestion de projet au niveau corporate. Puis en même temps, on a travaillé avec deux sites pilotes dans 2 pays différents. Et on s'est rendu compte que le cercle, l'espèce de cercle vertueux de la connaissance qui était chez eux n'était pas très bien en place. En fait, quand vous voyez le cercle, vous voyez qu'il y a une partie que je vais chercher de la connaissance, je vais accéder à du contenu. Donc, je suis dans un projet, hein, je veux savoir comment fait-on pour faire ceci, qu'est-ce qui a été fait ailleurs. Et donc, je recherche. De là, j'en tire une connaissance que je vais adapter, que je vais transformer, que je vais adopter dans mes propres pratiques pour pouvoir avoir un projet qui marche. Et une fois que effectivement ça a été mis en œuvre, eh bien, je peux capitaliser les fameux REX, retour d'expérience, ou RETEX, comme on dit dans l'armée. Et donc, ça permet de pouvoir capitaliser. Ça va être vérifié avant par d'autres personnes pour être sûr que je ne dis pas une mauvaise pratique ou une pratique moyenne. Si c'est une bonne pratique, elle est validée par des personnes. Et ensuite, elle est capturée dans un système informatique.
C'est peut-être du texte, une vidéo, des images par exemple, et puis ensuite elle est validée et elle est partagée auprès de tout le monde, soit parce qu'il y a une alerte, soit parce qu'on est abonné à un flux RSS. Évidemment, généralement dans beaucoup de boîtes, on met beaucoup l'accent sur la partie je capitalise, je valide et je stocke, alors que la valeur, elle n'est pas là. La valeur, elle est en haut. La valeur, elle est je réutilise. C'est là où est la valeur. C'est quand on réutilise et qu'on intègre dans ses pratiques ce qu'on a appris ailleurs. C'est là que l'on est gagné. Ça, c'est le plus dur. Parce que souvent, une des problématiques classiques, c'est ça n'a pas été inventé chez moi, ça vient d'ailleurs, c'est pas terrible, ça c'est les a priori par défaut. Et plus on a la flemme, c'est plus valorisant pour soi de faire une recherche et de dire j'ai trouvé, plutôt que de dire j'ai été aidé ou j'ai trouvé ça ailleurs. Et donc, il a fallu améliorer le processus de projet pour intégrer dans le processus de projet, du jour du départ jusqu'à les milestones, et puis ensuite on valide, basculer d'un mode je fais un peu tout seul à je me force à rechercher au début qu'il y a de l'info ailleurs et à la fin je capitalise, ou plutôt durant les milestones je capitalise parce qu'à la fin tout le monde sait, les gens foutent le camp dans d'autres projets et donc ils ont la flemme de capitaliser. Donc il faut capitaliser durant le projet, durant les grandes étapes du projet. Ça c'est l'aspect que je capitalise et je recherche. Puis en même temps, l'aspect je communique, ça a été travailler avec la communauté des chefs de projet, des gens dans ces différents centres d'études pour pouvoir effectivement avoir un réseau qui fonctionne, qui permette de l'entraide et donc de la recherche si j'ai un problème, où puis-je me renseigner. Puis en même temps, travailler sur le moteur de recherche pour retrouver facilement du contenu intéressant et pas du bruit. Ça, c'est aussi un travail. Et donc, la culture a été transformée pour plus de partage. Alors, ce n'est pas forcément évident. Et l'exemple, effectivement, du plus de partage, c'est souvent, Microsoft le fait très bien de Microsoft Service, c'est poser la question, le manager pose la question chaque trimestre à ses équipes, un par un, dans l'évaluation trimestrielle, c'est as-tu aidé quelqu'un et t'es-tu fait aider? Si tu n'as pas aidé quelqu'un, c'est que tu n'es pas un bon team player. Et si tu n'as pas été aidé, c'est que tu n'es pas bon parce que tu as voulu faire tout seul et donc tu as perdu du temps. Donc, globalement, on demande as-tu aidé, t'as-tu fait aider? Et pour le moteur et pour le réseau social d'entreprise, la culture qu'il y a, c'est de l'entraide. Et j'ai un bon exemple d'un cas pratique, une entraide sur un appel d'offres en Arabie Saoudite, où le chef de projet a eu des réponses pour faire son appel d'offres de la part de pairs dans d'autres pays, ainsi que d'acheteurs qui ont fourni des solutions, des idées qui ont permis à faire une proposition commerciale qui se tienne, alors qu'avant, il était un petit peu coincé. Et donc, les résultats obtenus une fois qu'on a fait ça, c'est quoi? Il y a eu moins d'erreurs commises dans les projets sur les deux sites pilotes, et donc plus de marge pour pouvoir, effectivement, ils se sont rendus compte que ça marchait mieux. Et pour pas le commercial plus facile à faire, mon exemple avec l'Arabie Saoudite, j'ai de l'information venant d'autres personnes qui peuvent m'aider, que je ne connais pas forcément, via la communauté de pratique des chefs de projet. Alors évidemment, ça marche que s'il y a un sponsorship dans la durée. Parce que dans ce cas-là, au départ, ça a bien marché. Et puis, évidemment, les sponsors se sont dit, évidemment, oui, ça marche, alors pourquoi voulez-vous que je continue à appuyer sur le truc? Et si on n'appuie pas régulièrement, s'il n'y a pas des piqûres de rappel et de volonté très forte de dire c'est important, eh bien, ça se délite. C'est comme tout, c'est comme les systèmes qualité. S'il n'y a pas une récurrence, eh bien, ça ne marche plus. Et donc, le sponsor s'est un peu retiré, ça a baissé. Puis 2 ans après, ils se sont dit, oups, il y a un problème. Donc, on a redémarré, effectivement, ils sont revenus nous voir pour qu'on relance, effectivement, et que ça remarche. Et puis, le second problème, c'est convaincre les managers. Souvent, le problème du manager, c'est qu'il n'a pas envie, parce que typiquement, il se dit, si mes gars capitalisent ou se renseignent, eh bien, ça me perd du temps. Ce n'est pas du temps qui est facturable. Donc, ça ne m'intéresse pas, je veux qu'ils bossent. Sans se rendre compte que le temps que l'on perd, entre guillemets, aujourd'hui, on le gagne demain, parce que demain, c'est le temps qu'on va gagner en étant plus efficace. Donc, il faut être prêt à perdre du temps aujourd'hui pour en gagner demain. Et donc, pour ça, il a fallu aller voir avec les projets corporate les différents cycles pour convaincre les managers locaux qu'il fallait donner du temps à la communauté des chefs de projet et à la recherche de formation et au changement du processus de projet. Ça n'a pas été simple, mais effectivement, c'est ce qui a permis de pouvoir faire avancer les choses. Donc, les enjeux, comme vous voyez, effectivement, il y en a 3. Et quelles sont les connaissances dans l'entreprise dont on a besoin pour réussir vraiment?
Il faut les capturer en séparant du bruit. Le problème souvent, c'est le bruit. Il y a plein de trucs qui tournent dans un projet. Par exemple, il y a plein de choses qui existent. Où est-ce qu'on prend ce qui est intéressant, ce qui a de la valeur par rapport au reste, puis les préserver, les conserver et les rendre disponibles, mais tout le temps, n'importe quand. C'est quand j'en ai besoin, où j'en ai besoin et comme je veux. Et ça, c'est le plus difficile. C'est très difficile de mettre ça en œuvre. Et en fait, il y a un intérêt qui est croissant de plus en plus dans la capture et le transfert des connaissances. Et c'est dû à quoi? C'est dû à trois aspects qui sont l'évolution démographique. Vous vous rendez compte que les fameux baby boomers prennent enfin leur retraite et donc bien leurs connaissances s'en vont. Il y a des boîtes qui voient des gens experts partir un petit peu trop vite. Il faut que je capture et transfère cette connaissance. Donc c'est une problématique RH, je dirais, mais qui percole dans le métier. Le rythme des connaissances et des compétences évolue. Vous voyez très bien que des métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans, 10 ans, maintenant sont en forte demande avec des connaissances différentes. Donc, c'est là que le transfert de connaissances entre personnes sur un métier qui va commencer à croître est important pour l'entreprise, tout ce qui est autour de l'IA, par exemple, ou du big data. Et puis, il y a des nouvelles technologies qui, effectivement, ont fait qu'on a augmenté le volume de données disponibles, que ce soit des vidéos, on croule sous les vidéos, des documents, des textes, des mails, des chats. Donc, on a du mal à trouver des connaissances essentielles parmi les masses de données qui sont produites par les personnes, par nous, en entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Et donc, bien, on n'est pas préparé à relever ces défis parce qu'on n'a pas les outils et les méthodes qui font qu'on arrive à identifier et à conserver et à mettre en valeur et à rendre disponible et à réutiliser ces connaissances dont on a besoin. C'est une problématique, je vous dirais, qui date depuis Mathusalem, c'est vrai, mais de plus en plus importante parce que le volume est énorme et les gens qui partent à la retraite en ce moment. Donc, c'est un enjeu stratégique, effectivement. Alors, il y a 6 grands enjeux là dont je peux traiter rapidement. Tout ce qui est l'innovation collaborative. Pourquoi? Pour développer de nouveaux produits et services. Typiquement, on veut que les cahiers de laboratoire soient conservés suffisamment longtemps pour qu'on puisse les réutiliser 5 ans, 10 ans, même peut-être 20 ans après pour de nouvelles molécules, par exemple, ou de nouvelles manières de faire des choses de long terme. Par exemple, un réacteur. Quand Safran fait des réacteurs, il n'en fait pas tous les jours. Il en fait un tous les 20 ans à peu près. Donc, clairement, il faut avoir l'historique et les cahiers de laboratoire et ce qui s'est passé il y a 20 ans pour pouvoir refaire des choses nouvelles et pas réinventer les mêmes bêtises qu'on a faites il y a 20 ans sur les alliages, etc. etc. Donc, ça demande un travail de préservation à long terme. Et donc, aussi, identifier les experts techniques qui, eux, pourront être capables de pouvoir aider par rapport à ça et donner ce savoir avant de partir à la retraite. Le 2, la relation client et multicanal, typiquement, c'est tout ce qui concerne de trouver des réponses à des questions. C'est les fameux chatbots qui trouvent de l'information. Et donc, mais ça ne marche pas tout seul. Un chatbot, il faut du contenu. C'est garbage in, garbage out. Si le contenu n'est pas terrible dans la base de données du chatbot, il n'y aura rien à la sortie. Donc, ça veut dire un bon moteur de recherche, un bon système de triage, un nettoyage humain régulier du contenu. Et là, effectivement, on pourra améliorer la relation client parce que plutôt que d'avoir des courriers des gens qui répondent, les bots feront des premières réponses utiles qui pourront aider le client au départ. C'est surtout le concept du multicanal, du web, du téléphone, etc. Alors, l'ingénierie, ça, j'en ai parlé. Il y a des REX, typiquement, dans toutes les boîtes un petit peu sérieuses font des retours d'expérience importantes parce que c'est un moyen de pouvoir valoriser leur patrimoine intellectuel et éviter de faire des bêtises et surtout être meilleur dans le futur. L'armée, typiquement, fait des rétextes tout le temps pour améliorer la manière dont les soldats sont en opération, parce que sinon, il y a mort d'homme. Donc, c'est fondamental, et comme ça change tout le temps, les rétextes ont lieu en permanence. Et l'entreprise, ça change aussi beaucoup. Peut-être pas aussi vite que l'armée, mais ça bouge beaucoup. Alors, tout ce qui est gestion des risques, c'est tout ce qui est les démarches qualité, les incidents qui ont eu lieu, et comment on peut s'en prévenir pour le futur par une mémoire de tous ces incidents. Les parcours de professionnalisation et départ à la retraite sont aussi un moment où on doit capitaliser certains savoirs fondamentaux pour pouvoir les préserver et les transmettre. Alors, il y a plein de méthodes de transmission. C'est pas seulement je parle à un expert, il y a des méthodes de capitalisation, de
capture du savoir via différentes des cahiers, des livres de connaissances, des vidéos, des expériences et d'autres sur différents types de supports. Et puis, pour finir, tout ce qui est fusion-acquisition, croissance de l'entreprise, j'avais un cas, mais je n'ai pas eu le temps d'en parler, sur tout ce qui concerne la manière dont on peut, en amont d'une fusion-acquisition, lors de la due diligence, s'assurer qu'on a capturé les bons experts, les bonnes connaissances, parce que le risque, c'est une fois que la vente se fait vers vous, l'acheteur, et les gens partent et vous retrouvez avec une coquille vide, c'est-à-dire la boîte que vous avez achetée, mais les gens importants ne sont pas à l'intérieur. Donc, identifier les gens importants, capturer avec eux, faire du transfert de telle manière qu'on puisse continuer les opérations de l'entreprise, même si on a risque de fuite de personnes. Donc, dès le début, c'est à considérer, et pas seulement la partie asset équipement, mais aussi la partie personne. Le savoir des gens, maintenant, c'est fondamental dans l'économie de run d'opération d'une entreprise. Donc, le KM, il y en a partout, en fait, quand on y voit. Donc, on peut se dire, dans ces cas-là, une fois que l'on a vu tous ces aspects de knowledge management et donc mise en pratique du KM, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, une fois qu'on se dit, il y a tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, première partie, c'est se dire, il faut créer une stratégie pour protéger des connaissances critiques. Qui dit stratégie dit aller voir les grands chefs. Parce que typiquement, il faut les convaincre que c'est fondamental. Les connaissances critiques, elles sont là et que si on les laisse tomber, si on les laisse partir, il y aura un problème plus tard. Peut-être pas demain, mais dans 2 ans, 3 ans. C'est long, c'est loin, 3 ans pour un chef. Mais si vous dites, dans 3 ans, ça va mal marcher et si on ne fait rien, le mur sera dans 3 ans, même si les actionnaires sont là pour le trimestre, quand même s'y préoccuper. Alors souvent, ce n'est pas un problème qui touche les managers normaux parce qu'ils changent tous les 3 ans, mais les grands chefs restent plus longtemps. Donc, c'est vrai que penser au futur, c'est pas mal. Et donc, il faut l'accès sur la continuité des activités. Que se passe-t-il s'il y a un gros pépin, type le Covid, comme on a eu il y a 1 an? Il y a des boîtes que j'ai rencontrées qui ont bien géré la transition vers le télétravail, puisqu'ils avaient préparé en avance déjà des stratégies de continuité d'opération, quelle que soit la manière qui pouvait se passer. Même si l'usine pétait, ils avaient de quoi faire pour ça. Et donc, il faut aussi que cette stratégie soit alliée avec la culture de l'entreprise, évidemment, et l'appétit de cette organisation a changé. Si la culture, c'est tout pour moi, rien pour les autres, là, il y a une boîte avec qui je suis en contact, leur culture, c'est chacun est des silos, chacun a ce qu'on appelle le PNL, Profit and Loss, donc chacun a sa propre comptabilité, et clairement, ils n'ont aucune envie de s'entraider parce que s'ils aident les autres, c'est une perte de temps et ça va se voir dans leur compte de résultat de leur entité. Donc, clairement, ça ne favorise pas du tout le partage des connaissances. Et pour eux, ils veulent faire l'idée de faire un projet KM. Ça va être chaud, il va falloir changer la culture pour que les gens soient plus dans un système où la rémunération variable va dépendre de leur trade et pas seulement uniquement de leur propre pomme. Le deuxième, c'est identifier les connaissances critiques. Et ça, ce n'est pas forcément simple parce que pour ça, il faut laisser les responsables et les experts déterminer quelles sont les connaissances essentielles. Évidemment, il va falloir des critères pour pouvoir aider cette prise de décision comme l'impact si elle n'est pas là, l'impact financier, etc. La criticité de cette connaissance dans les opérations, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont ou très peu de personnes, est-ce qu'il faut partir à la retraite ou pas, etc. Tout ça, c'est à mélanger dans la prise de décision de connaissances critiques. Et puis, effectivement, comment on fait? Il faut faire 2 approches, top-down et bottom-up, pour pouvoir trouver ces fameuses connaissances essentielles. On part d'en haut des grands processus et on regarde ce qui est important, puis on part d'en bas sur le terrain pour voir par interview qu'est-ce qui va en critique pour l'entreprise. Et ça peut être très différent. Les chefs n'ont pas forcément des idées énormes de ce que c'est qu'une connaissance critique. Et ça peut très bien être logé chez les sous-traitants. Il y a des cas d'entreprise où par interview, tout est nickel, on avait plein de connaissances qui marchaient bien, etc. Puis à un moment, l'intervieweur se pose la question, mais Gunther, vous parlez depuis tout à l'heure de tel truc qui est fait sur tel équipement qui se fait tous les 2 ans et qui est fondamental, parce que si l'équipement ne marche plus, la boîte s'arrête.
Et la réponse des gars, bah oui, mais c'est ce sous-traitant qui s'en occupe, il est près de la retraite, il est tout seul. Et là, vous dites, mais warning, c'est pas possible. Connaissance critique du sous-traitant sur la maintenance de l'équipement, si pas la retraite il se fait écraser, c'est mort. Donc, il faut intégrer aussi la chaîne de valeur des sous-traitants dans votre évaluation de la connaissance critique. Une fois qu'on a fait ça, ben, on va la capturer, évidemment. Alors, il y a plein de manières de capturer, parce qu'il y a des connaissances qui sont tacites, tête des gens, explicites, qu'on peut mettre sous forme de vidéo. Et vous savez qu'en KM, il y a une espèce de cercle entre l'explicite et le tacite, qui fait qu'on apprend des choses des autres par le tacite, après on arrive à l'exprimer par l'explicite, et on continue comme ça. Donc, eh bien, il faut effectivement voir comment on va capturer par interview, par lecture, d'autres. Il faut structurer, bien sûr, tout ce savoir et évidemment définir un plan avec des résultats clairs. Qu'est-ce qu'on va pour tel moment, tel type de connaissances, dans tel but. Et il faut évidemment aussi définir les canaux pour saisir cette connaissance informelle. Est-ce que c'est des interviews? Est-ce que c'est des captures vidéo quand c'est dans des usines, par exemple? Est-ce que c'est des petits projets qu'on fait? Est-ce que c'est d'autres manières de travailler qu'il faut qu'on va donc capturer comme ça? Et il faut que le processus, évidemment, soit toujours à jour et qu'on ait des rôles identifiés qui sont des gens qui vont aider à la capture, formés en interne. Et en même temps, pouvoir identifier via le système RH des gens qui sont à la retraite bientôt et qui sont experts, qu'il faut un peu, comment dire, surveiller comme le lait sur le feu pour pouvoir à un moment ou à un autre se poser la question, faut-il ou pas travailler avec eux pour une capture. Ensuite, est-ce que l'accès? Est-ce que l'accès est facile? Est-ce qu'on peut facilement, est-ce qu'il est mis en ligne? Est-ce qu'on peut facilement rechercher cette connaissance explicite? C'est pas forcément simple. Et il faut évidemment que l'accès soit facile pour que ça soit dans le flux du travail. Rappelez-vous mon histoire avec le projet. Et au début, si le contenu est accessible dans le flux de mon travail via le moteur de recherche ou d'autres moyens, ou des discussions, des forums de discussion, alors c'est facile. Donc il faut que ça soit simple d'usage et qu'on ait une notion effectivement de flux. Si c'est facile et que ça ne fait pas du boulot en plus de rechercher, ça va. Par contre, on sait que donner de la connaissance, cette notion de capture et de transfert, ça prend du temps. Il y a un tuilage, il y a du temps à passer, c'est pas neutre. On sait que pareil, l'argent dépensé aujourd'hui sera rentable demain. Donc la capture, outil en libre service bien sûr pour l'accès, les flux des connaissances, d'abord plutôt via du search. Et puis s'il n'y a pas de résultat, alors on commence l'aspect humain pour retrouver les sachants. Bien étant d'abord de pouvoir trouver du contenu, puis s'il n'y a pas, trouver des gens qui peuvent m'aider. Parce que si on commence à embêter les sachants pour toutes les questions possibles et imaginables, ils vont commencer à fermer la porte. Donc il faut toujours équilibrer la recherche du contenu explicite via le search et le tacite en discutant avec des sachants. Et c'est là que les communautés peuvent jouer un rôle pour rendre explicite du contenu tacite, avoir un lieu où les gens peuvent se rencontrer, peuvent poser des questions, avoir de l'entraide et donc gagner du temps. Donc fondamentalement, si vous voulez une bonne politique de management des connaissances dans votre entreprise, les communautés de pratique sont un élément fondamental. Et dans mon travail de consultant, je mets en œuvre, j'aide des entreprises à mettre en œuvre des communautés chez elles, parce que ça leur permet de pouvoir, justement, entraide, échange, faire avancer les gens dans leur travail, les rendre plus experts sur leur métier, etc. etc. Et donc, accompagner le changement, bien sûr, c'est quelque chose qui est très fondamental, qui concerne la capture. Hein. Il faut que les gens se rendent compte que capturer, c'est peut-être un peu naturel. On doit partager à la fin des REX. Donc, il y a toute une culture à mettre en œuvre avec des relais locaux, des gens qui ont été formés, des ambassadeurs qui vont aider cette notion effectivement de culture KM. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de l'entreprise, il faut donc nommer des gens comme relais avec un peu de temps dédié pour ça, pour être des ambassadeurs qui vont promouvoir des nouvelles cultures collaboratives et des cultures d'échange et des cultures de capture de l'information par rapport aux différents domaines stratégiques que l'entreprise a voulu choisir par rapport à ça. Évidemment, c'est mieux si c'est mesurable. Donc, d'où ma question de début là, de Microsoft, as-tu aidé, t'es-tu fait aider? Déjà, on a une mesure de est-ce que les gens jouent le jeu en termes de je donne et je prends. Puis après, il y a des mesures aussi plus techniques sur le nombre de fois qu'on a consulté du contenu sur la base de connaissances. Est-ce que les indicateurs indirects, comme par exemple
enfin, moi, ben, nombre de fois où les projets sont à refaire, la marche des projets par exemple, est-ce que nos acquisitions sont meilleures qu'avant? Est-ce qu'on a plus rapidement une montée en compétence des gens dans leur nouveau job grâce à justement de la connaissance disponible? Ce sont des mesures qu'on peut mettre en place et être capable de pouvoir, disons, être sûr que ça marche bien. Et puis donc, je finis par s'assurer que les connaissances sont bien réutilisées. Donc, on doit intégrer cette connaissance tacite dans les systèmes plutôt explicites, la documentation, l'apprentissage, les formations disponibles, les vidéos sur des YouTube internes pour qu'on puisse avoir accès à tout ça, même des Wikipédia d'entreprise. Hein. Je vais déjà monter des Wikipédia d'entreprise pour aider le contenu, le quoi de référent de l'entreprise qui soit disponible pour tout le monde dans un système genre Wikipédia où tout le monde a le droit de mettre du contenu avec évidemment validation a posteriori par des experts. Donc chacun doit être responsable de ça. Et cerise sur le gâteau, si on veut que ça marche, il faut donc montrer que ça marche, parce que les gens ne croient que ce qu'ils voient, un peu comme Saint Thomas. Donc, il faut montrer que ça marche via des success stories. Trouver des gens, des équipes, qui ont mis en œuvre les nouveaux processus de collaboration et de capitalisation et de réutilisation, et qui ont pu montrer que ça a marché, qu'ils ont gagné de l'argent, économisé, qu'ils ont le meilleur résultat, ou que la prise de poste a été plus rapide. Et donc, via des histoires tangibles à montrer, on peut convaincre les autres que ça marche bien. Que des questions pour le moment? Ça paraît évident, mais la mise en pratique n'est jamais simple. Pas de questions, c'est le calme plat. Soit c'est évident, soit je vous ai saoulé. Ça, c'est option A ou option B. Quelqu'un écrit. Donc là, j'aurai la première question qui va venir. Crystal clear. Waouh, waouh, waouh. Alors, si c'est si clair que ça, je passe mon temps, mon énergie à convaincre. Oui, ben, je vois que quand on est effectivement dans le domaine du management des connaissances, c'est beaucoup de temps pour convaincre, prendre son bâton de pèlerin. C'est vrai que moi, je passais mon temps à aller voir les grands chefs, les vice-présidents, les SVP, les membres du COMEX parfois, pour leur raconter l'histoire, en quoi c'est important. Et c'est vrai que ça demande des bâtons de pèlerin. Et les gens tournent, effectivement. Donc, il faut revenir les voir. Je reconnais que c'est assez terrible. Tous les 3 ans, ça tourne. Il faut leur expliquer la chose et les réintéresser sur le sujet. Oui, et on recommence. Voilà. Mais c'est vrai. Mais en même temps, c'est ça qui fait partie du jeu, c'est que c'est quelque chose qui ne finit jamais. Il faut pas être, comment dire, il faut toujours être motivé, porteur par rapport à ça, parce qu'on sait que c'est important et on y croit. Moi, j'y crois beaucoup. Je suis là parce que j'y crois. Donc, vous devez aussi y croire auprès de votre entreprise ou de vos clients si vous êtes consultant. Alors, on va faire un petit brainstorming, parce que j'aime bien les brainstorming et apparemment, vous aimez bien aussi. Alors, j'ai toujours l'ami Klaxoon. Klaxoon que j'aime bien parce que c'est un bon outil de brainstorming. Alors, je vais basculer sur Klaxoon. Et là, vous devriez voir mon bureau, n'est-ce pas? Alors, comment marche Klaxoon? Très simple. Donc, la question, ce sera à quoi pourrait ressembler un partage et une valorisation des connaissances idéales? Ça tourne en rêve. Une idée, un post-it. Vous avez le code effectivement en dessous. Et pour cela, comment ça marche Klaxoon? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, eh bien, en fait, il y aura le board avec les post-it. On clique sur le petit plus pour donner une idée. On écrit notre idée. On choisit la couleur, ce sera vert ou bleu selon le type de colonne. Et vous dites, j'envoie ici le post-it et ça va se retrouver sur le board. Et après, on verra plein de post-it bouger. Alors, il y avait une question de Carole. Donc, les dirigeants eux-mêmes ne sont pas acculturés à ce management des connaissances. Eh bien, malheureusement, non. Sinon, ce serait trop facile. Les dirigeants, il faut les convaincre parce que
ils ont une vague idée quand même, mais un dirigeant, souvent, ça gère dans l'urgence plein de trucs. Et tout ce qui est un peu trop long terme, tout ce qui est long terme, c'est pas trop leur sujet. Et puis, des dirigeants, vous avez une chance incroyable. Vous avez des sbires. Qui sont les sbires qui bossent pour vous? Les assistants, vos N-1. Vous avez une question, coup de téléphone, vous appelez machin bidule, vous demandez à votre assistante, peux-tu me trouver ça? Vous demandez à vos N-1, peux-tu me trouver ça? Quelle est la réponse A? Donc les gens bossent pour vous. Et donc, c'est pas vous qui allez tu prends le moteur de recherche pour rechercher dedans. C'est pas vous qui allez aller dans le Wikipédia, vous voyez, rechercher une réponse. Vous n'avez pas le temps, donc vous demandez aux autres. Donc, en fait, le dirigeant, il voit pas le problème parce qu'il est trop. C'est les gens en dessous, c'est vous. C'est les opérationnels qui disent zut, ça ne marche pas. Et donc, il faut convaincre en haut que ça ne marche pas. Il y a des boulots, justement, c'est de convaincre le bazar. Et je vous dis que c'est pas ça. Parce qu'eux, ils ne le voient pas. Alors, on revient sur Klaxoon. Il y a l'iceberg de l'ignorance. C'est pas mal celle-là, je vais la conserver. L'iceberg de l'ignorance. Donc là, je reviens sur Klaxoon. Donc, vous avez le lien en bas, vous allez dessus. Vous êtes trois, c'est quand même pas nombreux. Vous avez deux couleurs. Hein. À quoi pourrait ressembler un partage des connaissances idéales ainsi qu'une valorisation? Vous avez le choix pour moi, pour mon organisation. Et donc, on peut effectivement, prenez la couleur qu'il faut, d'accord? Allez-y. Pour le moment, vous êtes trois, on devrait être normalement une bonne quinzaine dessus. Donc, allez, go, go, go. Ça commence déjà à bouger, c'est bien. Alors, pour être sûr qu'on soit bien au bon endroit, je vous mets tous là, au bon endroit ici. Et donc, pour moi, trouver qui fait quoi, être guidé dans ce que je peux transmettre. Idéal, c'est proposer à tous. Bon, je vais mettre une couleur bleue parce que je pense qu'il y a un problème de couleur là. Hop, change de couleur. Voilà. Accès simple et facile aux experts. La transparence. La transparence de quoi d'ailleurs? C'est un beau sujet. Oui, effectivement, parce que la connaissance, en fait, il faut jouer le jeu. Je vous laisse continuer. Une petite remarque par rapport à ça. La transparence, c'est une très bonne remarque. C'est que si elle est cachée, elle n'est pas réutilisable. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter, en tant qu'entreprise, d'ouvrir en fait cette connaissance à plein de gens et donc la rendre disponible. Et dans ces cas-là, eh bien, OK, il y aura peut-être une petite perte de fuite, je dirais, de l'information dehors, mais cette petite perte, cette fuite est compensée largement par le gain business d'avoir des connaissances partagées et que les gens y gagnent. Donc, pensez-y à ça. C'est effectivement important de partager et de dire, nous, effectivement, nous partageons parce que nous y croyons et que donc on est prêt à partager le plus possible. Et tout c'est une petite perte, c'est pas grave, nous avons du contenu à partager et donc à gagner et à valoriser. Alors je continue effectivement le klaxon, hein, que tout le monde comprenne pourquoi c'est important de partager. Ressembler, se faire confiance pour travailler ensemble. La collaboration, c'est un beau sujet aussi. Training on the job, bien oui, bien sûr. En fait, on apprend tous les jours. Et c'est vrai qu'un des moyens de rendre l'entreprise apprenante, c'est effectivement le partage des connaissances entre les gens. C'est comme ça qu'on va être entreprise apprenante. Alors, pour changer une couleur, on clique sur le post-it et on peut avoir la couleur que l'on veut, hein, bleue ou verte. Donc, je pense que c'est ceci d'être. Hop. Alors, j'ai quand même pas mal d'idées, hein, mais oui, la machine à café, effectivement, c'est. Alors maintenant, c'est comment remplacer la machine à café qu'on avait avant par une manière virtuelle d'échanger avec ses collègues. Eh bien, vous vous rendez compte, c'était une des questions au début du télétravail. Et on se rend compte que le moyen le plus efficace
de pouvoir faire cet échange en fait informel, c'est de le recréer de manière formelle. On n'a pas le choix, on est en télétravail, on n'a plus la machine à café. Alors, soit vous créez des espaces Teams ou Zoom ouverts à une heure fixe et les gens viennent pour voir, hein, ou alors vous recréez de manière un peu artificielle, régulièrement, des meetings. Vous invitez des gens et puis vous discutez avec eux. Mais je connais des boîtes qui avaient fait ça, effectivement, des espèces de café où on ouvrait un meeting à une heure précise, genre entre midi et une. On ouvre un meeting, qui vient veut, et puis ils viennent discuter sur des sujets, sur les 3, 4, 5, et puis après on va. Ça peut être une manière de faire. Et faire des sous-groupes, pourquoi pas, si jamais on est nombreux. Donc pensez-y, il faut toujours être un peu imaginatif dans tout ce qui est brainstorming et remplacer du présentiel par du virtuel. Il y a beaucoup d'idées pour l'orga. Pour moi, par contre, c'est étonnant, il y a très peu d'idées. Très peu d'idées parce que là, je vois pour moi trouver qui fait quoi, oui, et l'idée, accès à l'information rapide. Bah oui, ça tout le monde en rêve. Trouver quand je veux, où je veux, comment je veux l'information sur mon téléphone, sur mon PC, et même mieux, dans mon travail, avoir un bot qui permette à la limite de répondre à la question tout de suite. Le compagnonnage, c'est un beau sujet, effectivement, c'est un beau moyen de transférer de la connaissance. Dans beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, ça fait des compagnons qui existent depuis longtemps, ils marchent comme ça, pour valoriser la connaissance et la partager. Le mentorat aussi, c'est une autre solution. Le mentorat en entreprise, l'organiser de manière efficace entre différents rôles, avec des rôles importants. Les communautés de pratique, bien sûr, sont un moyen très efficace de pouvoir valoriser ses connaissances. Et ça, clairement, vous connaissez sûrement depuis un petit moment, je suis la personne qui est complètement motivée par les communautés de pratique. Pour moi, c'est un élément clé d'une stratégie KM. Une stratégie KM sans communauté, et ça ne marche pas. Je vous dis, c'est voué à disparaître parce qu'il n'y aura pas l'échange informel entre les gens, les discussions entre les personnes. Donc, c'est pas mal. On a quand même pas mal d'idées. La formation, l'espace temps dédié, les réflexions, que tout le monde comprenne pourquoi c'est important de partager, d'où les questions. L'accès simple et facile aux experts, oui, pour pas qu'ils se planquent, hein. Souvent, l'expert se planque et attend qu'on aille le chercher. Si on motive, mieux. Si on force les experts à être dans des communautés, et ça se fait, hein. Il y a des boîtes qui disent, si tu n'es pas dans une communauté, alors tu n'es plus expert. C'est mal. Tu n'es pas dans la communauté de pratique de ton domaine, eh bien, tu n'es plus expert. D'un seul coup, ça force les experts à donner, alors que sinon, ils attendent qu'on aille les chercher. Donc, les forcer à donner en les forçant à être dans une communauté et à participer de manière active est un moyen très efficace de faire en sorte que les experts rendent le savoir qu'ils ont effectivement de leur côté. Alors, on va se quitter dans quelques minutes. Avant cela, j'ai une petite évaluation à vous proposer sur cette webinaire. 3 questions toutes simples, je les ai mis dans le chat. Donc, comme ça, vous pourrez directement pouvoir évaluer ce que j'ai fait aujourd'hui, votre feedback, hein, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, comment on pourrait faire mieux. Et en gros, effectivement, la conclusion, c'est que maintenant, vous le savez, vous en doutez bien, mais c'est que le partage et la valorisation des connaissances est un enjeu stratégique. Et donc, comme c'est stratégique, hein, si vous-même, vous construisez une réflexion autour de l'innovation collaborative, de la valorisation des connaissances, des usages collaboratifs à distance, des communautés, eh bien, n'hésitez pas, venez aux autres conférences, abonnez-vous à la newsletter qui est publiée dont je fais partie. Et puis, si vous êtes en charge de ces enjeux, eh bien, et que pour vous, ils sont majeurs, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. Vous pouvez comme ça avoir accès directement à des règles, à du contenu qui puisse comme ça vous permettre d'avancer sur votre
votre manière de fonctionner. D'accord? Et sinon, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, bien sûr, sans problème. D'ailleurs, l'enregistrement de cette webinaire ainsi que les slides seront disponibles sur LinkedIn dans à peu près une semaine. Le temps que je les traite. Bien, je vois que le brainstorming continue. Donc, n'oubliez pas votre évaluation du webinaire, ce serait sympa. L'évaluation du webinaire, il y a 3 questions toutes simples, mis dans le chat en bas. Et ça continue, le brainstorm. Est-ce que ceci est du vert, peut-être? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette conférence vous a plu. J'ai loupé les 6 premières planches. Oui, on va les récupérer grâce au replay, grâce aux slides disponibles. Et puis, il y a un article que j'ai publié sur le sujet il y a une semaine sur LinkedIn, donc vous pouvez le voir aussi, et qui parle de ce sujet-là avec une autre cas pratique qui n'est pas celui de mon chef de projet et des Rex, mais qui est un cas pratique sur Lloyds en Angleterre qui fait qui réassure des bateaux. Et donc, comme ça, vous aurez une bonne idée d'un autre Rex de pourquoi cette gestion des connaissances les a aidés pour leur business. C'est effectivement pour eux assez fondamental. Et bien sur ce, n'oubliez pas le feedback dans l'évaluation du webinaire. Si vous avez quelques minutes, vous pouvez voter pour des idées. Vous les choisissez, vous mettez un petit cœur. Et donc, on aura quelques idées, justement, celles que vous préférez dans celles mises sur le board, avec le cœur et apprécié. Merci, Carole. Au revoir à tous. Si vous avez quelques minutes, votez pour quelques petits cœurs, mettez le feedback sur le webinaire et on se revoit le mois prochain. On se revoit je crois que c'est le 17 mai, même heure, 11h, à 11h30 le 17 mai, c'est ça. Voilà. Donc, entre-temps, je vous souhaite un bon après-midi. Énergisant, c'est ça, il faut toujours être un peu énergique le matin. Merci Élodie. Bonne journée à tous. Un grand plaisir. Je suis là pour partager, donc grand plaisir par rapport à ça. Si vous voulez voter, toujours pareil, mettez des petits cœurs. Ah, dommage, la campagne est mal connectée pour. Ben, écoutez, désolé. Alors, je ne sais pas si Rousseau, si c'est monsieur ou madame Rousseau, mais désolé pour vous. Klaxoon, pas pu vous connecter à Klaxoon. Étonnant. Peut-être que vous avez déjà un compte Klaxoon. Eh bien, bonne journée. Bonne journée. Alors, la norme ISO 3401. Alors, effectivement, c'est une norme ISO qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 an. Alors, je l'utilise, oui, parce que c'est une norme, disons, c'est un peu un canevas de ce qu'il faudrait faire, effectivement. Donc, il m'en sert comme toile de fond, oui. D'ailleurs, la norme, en tant que telle, traite aussi des communautés. Pour la norme ISO 401, les communautés sont un vecteur fondamental, un élément fondamental du KM. Et les gens qui animent ces communautés, qui sont les leaders de communautés, sont là aussi vus comme étant des éléments fondamentaux dans ce mécanisme de transfert des connaissances et de mise en relation des personnes. Maintenant, cette norme, il n'y a pas encore d'audit par rapport à ça. C'est en réflexion. C'est comment auditer une entreprise par rapport à ça. Et je travaille avec des collègues dans d'autres boîtes de conseil sur la notion d'audit KM par rapport à votre entreprise. Comment auditer par rapport à la norme 3401. Et un sujet aussi qui sera très important dans les années qui viennent.
Et je vois que ça continue toujours, les post-it, ça continue. Merci, merci. Les post-it bougent toujours. C'est un beau tableau, hein. C'est un beau tableau. Alors, on va mettre apprentissage près de compagnonnage, c'est valorisant. Ah, mais l'engagement, hein, c'est un beau sujet, l'engagement. Je sais pas qui met ça, mais c'est un beau sujet, effectivement. Ouais, c'est vrai, l'engagement des collaborateurs, c'est fondamental. Qui dit collaborateurs, s'ils sont engagés dans leur boîte, alors ils seront engagés dans leur communauté, ils seront engagés dans la notion de partage des connaissances. D'abord, l'engagement dans son entreprise qui induit l'engagement dans le KM. Là-dessus, j'ai travaillé avec des chercheurs, on a publié un article il y a un an, en avril 2020, sur le sujet d'engagement dans les communautés. On a montré que c'était l'engagement dans son métier, dans son job, qui induit l'engagement dans tout ce qui est collaboration, communauté en particulier. Et il y en a d'autres comme ça qu'on le feedback. Ah, le feedback. Ben oui, le feedback, c'est aussi un sujet important pour le feedback du manager, le feedback de renforcement, le feedback d'amélioration. Là aussi, votre manager vous fournit des feedbacks sur la manière dont vous allez vous partager de la connaissance ou valoriser, vous aurez envie de continuer. Donc, le feedback, c'est une manière énorme de pouvoir faire ça. Les forums ouverts, bah oui, les forums ouverts, c'est tout ce qui est groupe de discussion, c'est dans un réseau social d'entreprise, merci RSE, très bien. Effectivement, c'est un moyen de pouvoir avoir des échanges ouverts entre les personnes, donc d'apprendre des autres. Le forum ouvert fait qu'on apprend par sérendipité des autres. Donc, effectivement, c'est une bonne remarque, hein. Euh, une activité de KM dans ma job description, bah oui aussi, ça c'est super important. Leadership, bah oui, s'il n'y a pas de leadership sur le sujet, c'est mort, hein. S'il n'y a pas de sponsor corporate qui pousse le KM à un niveau assez élevé, ça ne marche pas. Les boîtes pour lesquelles ça marche, il y a un sponsorship énorme de l'entreprise du très très haut sur justement la, sur ces sujets-là. S'il n'y a pas de sponsor, alors je le dis souvent dans une de mes conférences, hein, s'il n'y a pas de sponsor, c'est mort, en général, hein. Donc c'est vraiment important qu'il y ait un sponsor. Alors, les effets de persévération, valeur de l'entreprise. La persévération. Ça, je ne connais pas. Tiens. Faire persévérer. Oui, ben, les valeurs de l'entreprise, effectivement, il faut que les valeurs de l'entreprise soient aussi alignées avec les valeurs de l'entreprise. Du KM, hein. Tout ce qui est échange, d'entraide, tous ces sujets qui font qu'on a envie d'aider les autres sans avoir de retour direct. Si ce n'est pas dans les valeurs de l'entreprise, ça ne marchera jamais, quoi. Et ça n'arrête pas. Je suis bluffé, hein. Parce qu'il bouge toujours. D'autres, danse collective, boarding, absolument. Eh ben, oui, je suis bluffé. Bah, écoutez, merci beaucoup. Ça continue à bouger toujours, hein. Ouais, il est motivé. Je ne sais pas si c'est Carole, Couteau, Ancio ou Andine qui font, mais ça bouge toujours. Je ne sais pas qui fait. Mais ça, des super idées. D'ailleurs, je vais les mettre en ligne, hein. Ça va être
Les capturer, si vous voulez les récupérer, à droite, là, dans Klaxoon, vous avez vu, il y a les captures d'écran. Vous pouvez avoir directement accès à la capture d'écran que je viens de faire sur différents post-it. Ça en ligne très rapidement. Comme ça, vous le saurez aussi. Les vertus et l'intelligence collective. Bravo, Carole, c'est absolument ça. Klaxoon est un bon moyen d'intelligence collective entre les personnes. Très, très important. Bon, sur ce, je vous laisse parce qu'il est 55, ça fait 10 minutes de plus. Vous avez beaucoup travaillé sur le Klaxoon. Donc, j'y ai beaucoup. J'adore. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et à dans un mois. Ou alors, sinon, on se revoit sur LinkedIn ou sinon, vous me contactez. Bonne journée.